Merci beaucoup Laurent et bienvenue à tous pour cette conférence en ligne sur les conséquences de l'invasion russe sur les politiques étrangères et de défense allemandes, qui va nous amener finalement à poser à nos intervenants une question. Est-ce que l'Allemagne, est-ce que Berlin va devenir ou redevenir une puissance militaire en Europe, voire la première? Donc on va avoir un certain nombre de pistes de réponse, j'imagine, avec nos 5 experts. Je tenais d'abord à remercier vraiment du fond du cœur Laurent qui a été vraiment la cheville ouvrière derrière cette conférence et qui a permis de la co-organiser avec le CESIS. Et quand nous avons discuté de la date, il nous avait semblé parmi les dates possibles que le 9 mai, c'était une date qui était particulièrement bien choisie, qui est très symbolique. Comme vous le savez, aujourd'hui, c'est la journée de l'Europe qui permet de commémorer la déclaration Schuman, qui était en fait censée être un gage de paix. Et avec le retour de la guerre sur le continent européen, voilà, il semblait que c'était une bonne date pour s'interroger justement sur comment l'Allemagne perçoit un peu les choses. Alors, je vais vous présenter nos intervenants, puis on passera tout de suite à la première question que je vais leur poser. Donc, nous commencerons par Laurent Borzillo, qui est donc chercheur post-doctorant à l'Université de Montréal et qui est également chercheur attaché au CESIS. Il est docteur en sciences politiques, spécialiste des questions de défense et notamment de défense européenne, mais aussi de l'Allemagne. Il est aussi fondateur du Forum Défense et Stratégie et il est titulaire de plusieurs prix scientifiques, dont tout récemment le prix de thèse de la chaire Défense aérospatiale de Bordeaux. Nous accueillons également Félix Butin, qui est chargé de mission au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, mais qui s'exprime en son nom propre aujourd'hui, qui travaille donc au Centre d'analyse et de prévision depuis 2018 et qui auparavant, en tant que diplomate de carrière, a travaillé en administration centrale sur les questions des Balkans, notamment la Serbie et le Kosovo, comme conseiller défense à la représentation permanente de la France auprès de l'OTAN et puis à l'ambassade d'Italie. Nous accueillons également aujourd'hui Johanna Meury, qui est docteur fraîchement diplômée, docteur en sciences politiques de l'Université de Paris 2 et qui est actuellement chargée de mission à la chaire Henry Kissinger au Centre d'études avancées de la sécurité et de la défense de l'Université de Bonn, qui travaille sur les politiques de puissance au XXIe siècle avec une focale toute particulière sur les relations franco-allemandes. Nous accueillons également Gaspard Schnitzler, qui est chercheur à l'Institut de Relations internationales et stratégiques, l'IRIS, qui est co-directeur de l'Observatoire de l'Allemagne, qui a auparavant travaillé au ministère des Armées au sein du Centre de doctrine et d'enseignement du commandement, et qui est spécialiste, lui aussi, de questions de défense et d'armement européen, et en particulier de la coopération franco-allemande. Et nous accueillons enfin également Gesine Weber, qui travaille au sein du German Marshall Fund dans son bureau parisien, qui est elle aussi spécialiste de questions de défense européenne notamment, en particulier les questions de coopération ad hoc, de coopération interne au sein de l'Union européenne depuis le Brexit. Elle a également une expérience de consultante pour la fondation Friedrich Ebert. Elle a été collaboratrice au Bundestag et en parallèle de tout ça, elle est aussi doctorante au King's College avec une thèse dans laquelle elle travaille sur la question des coopérations de sécurité et de défense en Europe. Vous voyez, donc on a un très bon panel d'interlocuteurs pour éclairer le questionnement qui leur est posé. Alors, on va faire un premier tour de table. Je vous demanderai si c'est possible de répondre vraiment dans les 5 minutes qui vous sont imparties. J'aimerais vous interroger sur, au fond, comment vous analyseriez du point de vue interne de la politique étrangère et de défense allemande les changements que sont venus induire l'agression de l'Ukraine par la Russie depuis le 24 février, puisqu'on a vu que le budget allemand de défense avait d'un coup été augmenté. On a vu beaucoup d'éléments de l'ancien héritage d'Angela Merkel évoluer. Quelles sont l'analyse que vous pouvez faire du point de vue de la politique interne de la politique de défense allemande? Donc, je vais d'abord donner la parole à Laurent. Très bien, merci beaucoup Delphine, merci aussi d'avoir accepté de modérer cette table ronde. Donc je vais faire en sorte de m'appliquer à moi-même les 5 minutes et de les respecter par rapport à ces changements-là. Concernant en fait les changements qui ont lieu au sein de la politique de défense allemande, de mon côté, pendant ces 5 minutes, je voulais revenir justement sur d'une part, le discours qui a eu lieu, qui a été tenu par le chancelier donc fin février, qui était justement le discours qu'on a considéré comme un changement d'époque et majeur parce que c'était la première fois que non seulement était évoqué l'atteinte des 2% du PIB pour les budgets de défense, mais également la création d'un fonds de 100 milliards.
c'était assez intéressant parce que jusqu'alors, en fait, quand on regarde les différentes mesures qui ont été prises depuis le début de la guerre en Ukraine et même avant, toutes les mesures qui étaient prises par l'Allemagne qui étaient considérées comme étant majeures et une avancée, je pense en particulier à Nord Stream 2, je pense à tout ce qui concerne aussi les sanctions bancaires vis-à-vis de la Russie, toutes avaient été faites, enfin, l'Allemagne s'était raccrochée à toutes, mais après beaucoup de pression de ses partenaires, ce qui fait qu'on avait une évolution, mais qui était forcée à chaque fois. Et je me souviens, parce que ça m'a marqué quand même, la veille du discours du chancelier, parce que j'avais un échange avec un collègue sur « oui, ce serait bien que tu fasses un papier par rapport à ça, est-ce que tu penses qu'il y a un changement majeur ?» Et ma réflexion, c'était tant que ça ne porte pas sur un truc sur lequel il n'y a pas vraiment de pression majeure, on ne peut pas parler de changement, parce que tout ce qui a eu jusqu'à maintenant, ça a lieu parce qu'il y a une forte pression des alliés, et si on attaque la question du 2%, là, on pourra dire qu'il y a un changement. Et le lendemain, avec le décalage horaire, je me suis levé, j'ai vu le discours du chancelier, annonce des 2% de PIB à l'avenir et 100 milliards. Et là, pour le coup, on pouvait parler d'un changement. Pour autant, quand bien même c'est un changement majeur, c'est un changement majeur en annonce, mais pas forcément après encore en réalité, puisque quand bien même on a cette annonce qui est nouvelle, bon, après, il faut la mettre en œuvre. C'est justement à mettre en œuvre cette politique. Et pour l'instant, les 2%, on ne sait pas quand est-ce qu'ils vont être atteints. Les 100 milliards, on ne sait pas sur quelle année ils vont être dépensés. Donc, comment ça va être géré. Les 100 milliards pourront très bien peut-être être insérés pour atteindre les 2%, ce qui fait que dans les faits, ce n'est pas 2% et 100 milliards, c'est juste atteindre les 2% et ça va compter 100 milliards sur plusieurs années. Donc, par rapport à ça, il y a plusieurs questions qui se posent sur la mise en œuvre. Et la bataille est loin d'être gagnée pour ce qui est du changement de la politique de défense allemande, selon moi, puisqu'en fait, ce qu'on a, qui est assez intéressant, c'est ce que j'appellerais une bataille en termes d'idées dans la politique de défense allemande, avec une remise en cause de ce qu'impliquait la notion de puissance civile. Pourquoi? Parce que selon moi, en fait, initialement, une puissance civile, telle que c'était décrit d'un point de vue théorique, c'est paradoxalement plus ce qu'est la France, c'est-à-dire un pays qui agit militairement, mais qui agit en respectant les traités, l'ONU, etc. Or, et c'est comme ça que ça a été décrit initialement, théoriquement, dans les années 90. Or, dans les faits, on a eu une évolution dans le débat allemand qui fait que certains ont récupéré la notion de puissance civile, mais en fait, dans les faits, on lui ont donné une définition de puissance neutre, voire neutre tout court, c'est-à-dire sans armée. Et en fait, ce qu'on a actuellement, le débat qu'on a à l'interne, on le voit bien avec, par exemple, les Verts, ce que certains accusent de devenir vert kaki, c'est justement la remise en cause de cette compréhension de ce qu'est une puissance civile, avec la notion que, ben oui, être une puissance dite civile, ça veut dire aussi avoir des forces armées, ça veut dire aussi être capable de les employer, c'est pas justement être dans une position de neutralité. Pour autant, cette bataille à l'interne, qui est une bataille d'idées, on voit qu'elle est loin d'être gagnée avec tous les tribunes qui sont publiées dans le débat allemand et même les propos qui sont tenus par certains. Je pense donc à Alice Schwarzer qui, pas plus tard qu'avant-hier, a évoqué le fait qu'il fallait que le président Zelensky cesse de provoquer et d'avoir une attitude provocante de manière générale. Je ne suis pas trop sûr que ce dernier ait une étude provocante, mais bon, passons. Et on voit que quand même, c'est un débat qui est loin d'être réglé, en particulier du fait qu'il y a bien évidemment tout ce qui est le courant pacifiste. On a également tout ce qu'on appelait pendant très longtemps les Poutine-Versteher, la position du SPD qui est loin d'être clair, avec un positionnement du chancelier qui n'est pas forcément pro-Poutine, mais qui manque de mise en valeur et de prise de décision forte qui fait qu'on sait très clairement où se situe l'Allemagne. Donc on voit qu'il y a quand même pas mal de réticences par rapport à ça. Et sachant que pour finir, pour le mentionner, on l'a totalement oublié, mais là, le débat actuellement se positionne plutôt entre partisans de l'armement de l'Ukraine avec ceux qui sont contre les livraisons d'armes. Mais encore une fois, il y a quand même un gros courant dans l'établissement allemand, de Poutine-Versteher, ce qu'on pourrait appeler. Et c'est assez amusant, mais j'y ai repensé en préparant cette intervention. On a presque totalement oublié, mais pourtant c'est assez représentatif de certaines personnes, les discours de l'ancien chef de la Bundesmarine, qui a eu lieu donc à la fin de l'année dernière, où ce dernier disait à ses homologues indiens, mais de toute façon, Poutine, tout ce qu'il souhaite, c'est juste du respect, c'est pas justement envahir l'Ukraine, etc. Et c'était le chef de la marine allemande qui disait ça. Donc, de suite, qui après a été évacué. Donc, on voit que la question est loin d'être réglée.
et que ça demandera encore beaucoup d'efforts, et qu'il y a un vrai risque, et je termine juste là-dessus, parce que je vois que je dépasse quand même, il y a un vrai risque, en fait, par rapport à ce qu'on connaît actuellement, que ça se termine, comme justement l'indiquait l'experte Ulrike Franke, c'est-à-dire que le changement que l'on connaît actuellement, la tentative de changement, se termine comme le consensus de Munich qui a 8 ans, où à l'époque, avec le nouveau livre blanc allemand, on avait eu tout un discours sur c'est une nouvelle ère, l'Allemagne va prendre en main ses responsabilités, etc. Au final, ça n'avait donné rien du tout, enfin, dans le sens rien du tout. Je suis un peu dur, mais ça avait donné quand même très peu de choses par rapport à ce qui était envisagé, et beaucoup des mesures qui étaient envisagées, que ce soit dans le livre blanc ou dans la commission RUE qui avait été mise en place, mais n'ont jamais été portées. Donc on voit quand même que la bataille d'idées, de justement l'affrontement entre l'idée qu'est-ce qu'une puissance civique est loin d'être gagné, et on verra ce que ça donne à l'avenir. Encore une fois, mes excuses pour avoir dépassé les 5 minutes. Merci beaucoup. Donc, Monsieur Butin, même question pour vous. Merci beaucoup. Non, je ferai juste effectivement quelques propos rapides. Je crois qu'effectivement, avoir cette discussion le 9 mai, jour de l'Europe, commémorant la déclaration Schuman qui a été prononcée dans un salon qui est à peu près à une quinzaine de mètres sous moi, c'est particulièrement bienvenu. Comme vous le savez peut-être, ce soir aura lieu également le premier déplacement du président réélu Emmanuel Macron à l'étranger, et il sera de nouveau à Berlin ce soir, et ça va être effectivement ça ouvre, je crois, une période à la fois intéressante et pleine d'enjeux, avec une opportunité assez unique pour bâtir en France, en Allemagne et en franco-allemand pendant les années à venir, où on aura une forme de stabilité et des horizons politiques assez nets pendant les prochaines années. Ceci étant dit, et comme cela a été rappelé, on est dans une période de transition. Période de transition marquée par des exécutifs qui arrivent aux affaires ou viennent d'être réélus aux affaires, mais qui sont marqués par une forte continuité. La continuité allemande, c'est peut-être aussi, vu de l'extérieur, ce qui est mon cas, cette volonté sur laquelle a été partiellement réélu élu, je veux dire, Monsieur Scholz, c'est celle aussi de faire du Merkel après Merkel. Lui aussi peut devenir chancelière, c'était son slogan de campagne. Donc, il y a une forte continuité, je crois, en Allemagne comme en France, dans la manière dont on appréhende les choses, dans les équipes politiques, dans l'expertise. Mais évidemment, l'enjeu du moment, c'est que la continuité, c'est une chose, mais le monde change, et le monde a changé entre-temps. On vit une forme d'accélération du temps et des crises auxquelles nous sommes confrontés, avec un gouvernement allemand qui se retrouve et qui s'est retrouvé à peine, je dirais, installé aux affaires face à une crise de sécurité qui est peut-être la plus grave crise de sécurité qu'on connaisse sur le continent européen. Depuis, alors selon les analyses, soit la crise des euromissiles, soit les guerres balkaniques, mais en tous les cas, une crise vraiment absolument majeure, et me semble-t-il sur un sujet particulièrement clivant en Allemagne, et y compris au sein du Parlement allemand, à la fois vis-à-vis de la Russie, et je crois que le précédent intervenant y faisait référence, mais même sur la manière dont l'Allemagne se vit et se représente comme actrice à l'échelle internationale, et dans quelle mesure elle peut s'appuyer sur un certain nombre d'instruments de puissance, y compris des instruments de puissance durs, et donc des instruments de défense qui, je pense, heurtent, ou en tous les cas mettent en tension une partie assez fondamentale de ce qu'est et ce sur quoi s'est construite la République fédérale. Et donc, c'est vraiment, je crois, une époque vraiment forte en enjeu, et extrêmement difficile à négocier, y compris pour la classe politique allemande. Et je crois qu'avec l'Allemagne, nous avons un défi conjoint, c'est celui qu'on esquisse à la fois en France, mais également au sein de l'Union européenne, quand on parle de souveraineté européenne ou de souveraineté stratégique, mais c'est aussi de progressivement
diminuer un certain nombre de dépendances que l'on a à l'échelle européenne, mais que peut-être l'Allemagne a plus que d'autres eu encore au niveau énergétique, s'agissant de la Russie, au niveau commercial avec la Chine, et peut-être au niveau de la défense à l'égard du lien transatlantique et des États-Unis. Et donc, gagner en autonomie sur ces plans-là, sans bien sûr renier à la fois en tant qu'Européens, notre ouverture aux autres et notre souhait d'avoir des interdépendances croisées, je crois que ça va être un défi pour évidemment le gouvernement allemand face à la guerre de la Russie contre l'Ukraine, mais également pour nous tous Européens dans cette période, sans renier de ce qui est je dirais, notre ADN de volonté d'échange, y compris sur le plan commercial, sans renier bien sûr, et au contraire pour renforcer le lien transatlantique, et je sais qu'on est ici dans une enceinte à laquelle participent certaines personnes de l'autre côté de l'océan. Mais vraiment, je crois que ça va être un des enjeux. Et pour ça suppose aussi qu'on mette à jour nos logiciels respectifs. Et comme analyste, ce qui évidemment est intéressant en regardant le débat allemand, c'est de voir à quel point un certain nombre de concepts forgés il y a maintenant fort longtemps, le concept d'Ostpolitik, le concept Wandel durch Handel, tous ces concepts sont un peu amenés à être revisités, parfois, je dirais, réinterprétés de manière abusive. Et un des enjeux, je crois, ça va être pour l'actuel gouvernement allemand de créer une nouvelle dynamique pour que, d'une part, les efforts annoncés dans ce discours de la Zeitenwende, que ces efforts se matérialisent, ce qui évidemment est un risque en Allemagne, mais aussi en Europe, qu'ils soient concertés et qu'ils soient autant que possible coopératifs. Et le dernier point, que ces efforts ne se fassent pas, je dirais, sans changement de logiciel, et qu'on soit juste dans la poursuite du même, mais avec plus de moyens. Et là-dessus, on voit qu'il y a une question de moyens, mais aussi une question de logiciel. Merci. Merci beaucoup pour ces éclairages. Johanna Meuring, quelles sont vos perspectives sur la question? Alors, merci beaucoup de me donner la parole, et merci aux organisateurs et organisatrices d'avoir convié ce panel un 9 mai qui, pour moi, qui travaille sur les politiques de puissance, prend plutôt des côtés russes, je vous avoue. Mais c'est tout à fait également topical parce que au fur et à mesure qu'on fasse nos interventions, on comprend qu'elles vont répondre les unes aux autres. Et effectivement, je rejoins un certain nombre de propos qui ont déjà été tenus, mais il me semble important de souligner que vraiment tout changement de cap de l'Allemagne des côtés de sécurité et défense, dans le passé récent, a vraiment été réactif, impulsé par des pressions et des attentes venues de l'extérieur. Et là, on doit parler de la zone de confort allemande post-guerre froide qui se trouve vraiment dans des matrices politiques qui donnent sens et qui enlèvent la nécessité de penser et agir stratégiquement. Donc, raisonner officiellement en termes de puissance et d'intérêt. Il y a l'Union européenne, un outil, je pense, qui est utilisé par l'Allemagne pour camoufler un peu sa puissance, et l'OTAN, qui permet de outsourcer, pour utiliser ce joli mot français, la responsabilité pour des politiques liées à la puissance militaire aux États-Unis et à d'autres, tout en insistant pour soi-même sur une certaine attitude plutôt moralisante. Et je me rappelle de ce constat du président Obama qui avait parlé dans son deuxième mandat des free riders, ceux qui voyagent et ne payent pas leur billet par rapport à certains membres de l'Alliance Atlantique dans l'Allemagne. Et pour moi, l'Allemagne, au moins dans le passé, est un free rider géopolitique par excellence. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas œuvré et qu'elle n'œuvre pas par le biais de ses politiques étrangères ou de développement pour l'ordre multilatéral ou d'un point de vue géoéconomique pour soutenir ses intérêts industriels ou économiques, mais elle était plutôt contente, je pense, de laisser officiellement des questions impliquant, pour penser à Sartre, des mains sales aux autres.
Donc, une telle attitude peut-elle durer? On a tendance, je pense ici, toutes et tous, se dire non, mais surtout sur toile de fond de notre actualité. Mais il faut se rappeler que l'Allemagne tient énormément à cette zone de confort géostratégique. Et il faut aussi souligner que il y a non seulement il y a aussi des cadres institutionnels qui ont été mis en place qui font que cette zone de confort soit en quelque sorte respectée ou qui reste en place. Donc, je parle des cadres politiques, institutionnels, civils ou militaires, aussi sociétales et industriels, qui font qu'il n'y a pas beaucoup d'incitation de quitter cette zone de confort. Et Laurent avait déjà évoqué les tentatives dans le passé de commencer une discussion sur la nouvelle responsabilité donc de voir en face que le poids de l'Allemagne demandait vraiment un vrai engagement aussi côté sécurité et défense, et que ces efforts qui datent il y a bien une décennie pour utiliser cette expression du président Chirac, ont vraiment fait pchit. Donc, on espère que cette fois-ci, on aura l'occasion de vraiment aboutir à un changement, mais le défi, il est énorme parce que Félix, il avait parlé du changement de logiciel. Et là, il faut non seulement bien dépenser l'argent qu'on a théoriquement attribué, mais il faut changer un certain nombre de cadres, déjà de se transformer dans un partenaire proactif qui est fiable, qui est capable de penser et agir stratégiquement ensemble avec ses partenaires, tout ce qui est totalement nouveau pour l'Allemagne. Et pour ça, il va falloir réviser donc la façon comment on fait de la stratégie au sein des instances gouvernementales. Il va falloir réviser les cadres des prises de décision de politique étrangère et de défense. Et c'est pas tout, parce qu'il y a aussi cet énorme chantier de la prise en main du système de procurement, donc de commanditer et d'acheter des systèmes d'armement qui est totalement défaillant. Et le tout doit être communiqué au public allemand et être soutenu par le public allemand. Donc, je vois vraiment beaucoup d'obstacles, au moins des problématiques qui pourraient donc freiner cet élan qui est nécessaire, qui est attendu. Mais il faut aussi souligner que ce qui nous paraît absolument révolutionnaire, par exemple, de dépenser autant d'argent, c'est en fait des promesses que l'Allemagne a données déjà il y a 2006, au moins en ce qui concerne les 2%, et qui étaient officiellement entérinées au plus tard au sommet du Pays de Galles. Donc, pour l'Allemagne, ce qui paraît révolutionnaire, c'est pour les autres tout bêtement de remplir les responsabilités et les promesses qui déjà ont été de longue date. Et donc, je pense que cette fameuse Zeitenwende, si elle peut réussir, non seulement elle a vraiment un énorme chantier psychologique, institutionnel et politique, mais elle dépend vraiment de la capacité des politiques de vraiment gérer ces dossiers multiples et de la capacité de l'attitude du public allemand de soutenir et aussi de l'accompagner. Voilà, ça serait mes propos. Merci beaucoup. Monsieur Schnitzler, du coup, même question, et j'ajouterai du coup une toute petite subtilité puisque vous êtes spécialiste d'armement. Comment vous analysez, vous également, du point de vue de cette spécialité de l'armement, la question interne de, justement, ce que vient d'évoquer un peu Johanna, les problématiques qui se posent en Allemagne en la matière, et notamment l'achat qui a fait coulé beaucoup d'encre, notamment en France, d'avions F-35 récemment. Merci beaucoup.
Merci pour cette question. Bonjour à toutes et à tous. Merci pour l'invitation tout d'abord. Et puis, je suis ravi de revoir quelques visages familiers, même si c'est à distance. Je vais mettre mon petit chronomètre pour essayer de respecter le temps qui a été imparti. Et je vais essayer de vous raconter des choses qui n'ont pas déjà été dites. C'est difficile de passer en quatrième, mais rapidement, peut-être sur les enseignements ou sur ce que je retiens de ce fameux discours d'Olaf Scholz. Bon, ça a déjà été dit, mais je dirais qu'il met fin à trois tabous principaux et qu'il est un tournant à plusieurs niveaux. Donc, le premier, c'est le principe de la rigueur financière et de l'austérité budgétaire, et notamment la fameuse Schuldenbremse, donc le frein à la dette. Alors, on avait déjà eu la fin de ce tabou dans le cadre de la pandémie du Covid-19 et le fonds de relance qui avait été adopté. Et d'ailleurs, c'était également sous Olaf Scholz, mais en tant que ministre des Finances cette fois. Ça, c'est la fin du premier tabou. Le second tournant, c'est, Félix Butin l'a aussi mentionné en parlant de Wandel durch Handel, c'est la fin de cette relation particulière ou de cette relation privilégiée avec la Russie. C'est en quelque sorte l'effondrement de ce que l'Allemagne essaie d'entreprendre depuis une trentaine d'années pour faire de la Russie un partenaire important avec une politique étrangère qui était basée justement sur le principe de Wandel durch Handel, donc essayer de démocratiser la Russie par le commerce et par des relations économiques importantes. Et enfin, évidemment, c'est la fin de la politique de la retenue avec l'Allemagne qui, jusqu'à présent, s'interdisait d'exporter des armes vers des pays en crise. Et là, c'est intéressant de revenir sur l'évolution des dernières semaines. On était passé de l'Allemagne avant le déclenchement de l'invasion qui disait qu'elle allait livrer des casques à l'Ukraine, ce qui avait été très mal accueilli côté ukrainien, puis a été entériné la livraison d'armes défensives ou d'armes légères, donc des missiles anti-chars, des missiles solaires, mais il y avait cette ligne rouge qui était de ne pas livrer d'armement lourd. Et finalement a été annoncée donc la livraison des fameux guépards et puis entre-temps aussi des obusiers PZH 2000. Donc là, c'est un vrai tournant. Et pour revenir sur la première chose qu'a dit Laurent sur cette évolution forcée, pour moi, on peut voir ici aussi une évolution forcée. Le chancelier était sous pression, aussi bien au niveau national, au sein de la coalition, avec les Verts et le FDP qui poussaient pour ces livraisons, alors que le SPD est plutôt réticent, mais également au niveau international avec les autres pays qui poussaient l'Allemagne à accepter de livrer ces équipements. Donc Olaf Scholz a été, ce revirement, on peut dire qu'il a été en quelque sorte forcé, c'est une décision prise sous la contrainte. Et c'est intéressant, je ne sais pas si, j'imagine que la plupart d'entre vous ont vu cette vidéo d'Olaf Scholz lors des traditionnelles manifestations, les Friends démo du 1er mai, qui est son discours, et il a été hué par une partie de son électorat, du SPD, qui s'oppose à ces livraisons. Et c'est intéressant parce qu'on a vu Olaf Scholz beaucoup plus charismatique, ou en tout cas beaucoup plus engagé dans son propos que d'habitude. Alors bon, certainement pour couvrir les huées, mais voilà, ça changeait de l'image un peu habituelle qu'on avait de lui. On lui reproche souvent son apathie ou son absence de courage politique, son calme. Là, il avait parlé de façon très émotionnelles. Et ça reflète évidemment les divisions qu'il y a au sein du parti de la coalition. On peut dire qu'en fait, c'est un petit peu cette crise, c'est la première fois que cette nouvelle coalition est confrontée à la réalité de l'exercice du pouvoir et des complexités de l'exercice du pouvoir. Et je pense que cette décision a été prise aussi pour sauver l'équilibre de la coalition, la décision de livrer des armes lourdes. Un autre point que je trouvais intéressant, que je voulais mentionner, c'était l'évolution de l'opinion publique allemande vis-à-vis de la chose militaire et de ces questions. Alors, on en parle beaucoup. Je pense que c'est un changement qui a relativisé parce qu'il y a un effet émotionnel qui est important, qui est lié à la particularité de ce conflit. Mais je pense que le pacifisme et l'antimilitarisme restera profondément ancrés pour autant dans la société allemande. Si on regarde la population et des sondages récents, donc 45% de la population se disait favorable à cette livraison d'armes lourdes à l'Ukraine, mais 45% y étaient également opposés. Et c'est un chiffre d'ailleurs qui est la population favorable, c'est un chiffre en baisse, parce qu'au début du mois d'avril, c'était 55% de la population qui était favorable à la livraison d'armes lourdes. On a vu également cette publication dans la presse
d'une lettre ouverte de plusieurs intellectuels allemands qui dénonçaient cette décision d'Olaf Scholz et qui interpellaient le chancelier pour lui demander de revenir sur cette décision. J'arrive au bout des 5 minutes et je n'ai pas encore parlé de l'achat de F-35. Je voulais en parler dans la seconde question, donc je vais m'arrêter là. Peut-être une dernière phrase. Comme l'ont dit aussi d'autres panélistes, d'autres intervenants à l'instant, je pense que c'est tout de même un tournant qui a relativisé dans la mesure où cette prise de responsabilité accrue de l'Allemagne, elle avait été annoncée depuis déjà plusieurs années, et notamment, comme le disait, je crois, Laurent, dans le livre blanc, le Weißbuch de 2016, et que la hausse des crédits au service de l'armée allemande, eh bien, elle a été engagée également depuis 2015. On est passé d'environ 32 milliards d'euros de budget de défense allemand en 2014 à près de 50 milliards en 2022. Merci beaucoup. C'est maintenant à vous, Gesine Weber, pour réagir sur la même question. Grand merci à vous pour l'organisation de cette table ronde le 9 mai. On dirait un des jours les plus importants pour le continent européen. Surtout si on travaille dans tout ce qui est ou en tant qu'Allemande en France. Mais aussi un grand merci à mes copanélistes pour l'instant qui ont déjà apporté beaucoup d'éclairage sur quasiment tous les éléments. Donc, c'est assez difficile de passer en dernière. Et c'est pourquoi je souhaite peut-être un peu me focaliser sur les méthodes et les changements de l'élaboration de la politique de défense allemande. Mes copanélistes ont déjà ont déjà apporté une analyse assez complète de tous les enjeux stratégiques. Donc moi, je pense que je voudrais davantage un peu parler de la méthode qui a changé ou qui va changer et aussi de la perception et les enjeux pour le long terme. Donc, ce que je remarque et ce que je trouve très, très intéressant, c'est que la méthode de communiquer tout ce qui est en train de se passer, que ce soit le fait que nous avons une guerre en Europe, que ce soit les besoins d'investir dans les armes, etc. Tout cela est maintenant communiqué de manière très, très différente aux citoyens que cela a été le cas il y a 2-3 ans. Donc, le fait qu'on parle en Allemagne, déjà du fait qu'on a une guerre en Europe, et le fait qu'on parle des choses comme le besoin de se défendre comme Allemagne et aussi de contribuer à une défense collective en Europe, ce sont des mots qui ont été évités quasiment systématiquement par les hommes et les femmes politiques depuis des années. Parce qu'on n'a pas, pour être très franche, on n'a pas parlé de la politique de sécurité et défense. Parler de sécurité, c'était un gros mot qu'on n'a pas utilisé parce qu'on avait un peu peur en général, que ça serait mal pris par les citoyens, vu qu'on avait quand même cette compréhension en Allemagne que l'Allemagne, en tant que puissance civile, et là, on a une conceptualisation très, très différente en Allemagne de ces termes, de ce qu'on a en France. Mais l'idée que l'Allemagne est une puissance économique qui ne se sert pas forcément de ses forces armées était quand même très, très partagée en Allemagne. Et le fait que maintenant, on parle vraiment d'un réarmement, etc., et cela suscite aussi un soutien assez fort auprès de la population. Je trouve que cela est vraiment remarquable. Donc, à mon avis, on voit vraiment un changement de penser les enjeux de sécurité et défense. Si cela sera suivi vraiment par une action à long terme, par des investissements à long terme, je pense qu'on va parler de tout cela pendant le deuxième tour de questions. Mais le fait que la manière de réfléchir sur ces enjeux a changé est, à mon avis, très, très remarquable. Surtout parce que cette culture de réticence militaire est très ancrée en Allemagne et cela change parce qu'on a quand même vu qu'il y a un soutien assez important pour ce changement d'ère en politique de sécurité, ou pour ce changement d'époque, qu'il y a un soutien assez important pour la livraison des armes. Cela est nouveau et je trouve que c'est très remarquable.
En plus, un autre enjeu que je trouve intéressant, c'est que le gouvernement continue ou a maintenant commencé à communiquer beaucoup plus ce qui se passe dans la politique de sécurité et défense. Comme exemple, je cite la stratégie de sécurité qui est en train d'être élaborée pour l'instant. Et le fait que l'Allemagne va se doter d'une telle stratégie, déjà, c'est une bonne nouvelle pour l'Allemagne surtout, mais aussi pour l'Europe. Et le fait que le processus qui a été entamé, qui a été lancé avec le contrat ou l'accord de coalition, le fait que ce processus a déjà été lancé et que le gouvernement vise à le finir d'ici fin de l'année, à mon avis, ça aussi montre qu'il y a une vraie volonté d'avancer ici. Et aussi que le gouvernement réalise qu'il est assez important maintenant qu'on a, genre que le changement, que l'environnement géopolitique a profondément changé, que le gouvernement aussi doit apporter des réponses. Donc, à mon avis, ce sont ces deux éléments, communication gouvernement-citoyen, et aussi le fait vraiment que la politique de sécurité et défense devienne une politique de sécurité et défense et ne soit pas traitée comme un petit volet de la politique étrangère. À mon avis, c'est là le grand changement qu'on a observé et qui devrait aussi s'inscrire, à mon avis, dans la durée. Si l'Allemagne veut ou a pour vocation d'être un partenaire fiable en Europe. Merci beaucoup pour ces interventions qui vraiment, je trouve, se complètent à merveille et qui vont me permettre du coup d'amorcer le deuxième tour de table avant d'ouvrir ensuite la parole à l'auditoire. La question porte du coup davantage sur les aspects externes de cette évolution allemande et notamment sur une question qui est parfois posée en termes un peu abrupts dans certains pays d'Europe. Est-ce que l'Allemagne veut ou peut devenir la première puissance militaire en Europe, notamment au regard de cette augmentation budgétaire assez spectaculaire? Donc, quelles sont les pistes d'analyse que vous pouvez proposer, chacun depuis votre position, depuis vos spécialités, et quelles sont au fond les réactions qui ont pu être celles des autres capitales européennes face à cette évolution allemande, qui n'est pas forcément perçue de façon positive par l'ensemble des pays européens, comme ça peut être le cas par exemple de la France qui, elle, a perçu les choses de façon très positive. Donc, je recommence avec vous, Laurent, donc, pour 5 minutes. Très bien, merci les filles. Par rapport à cette question, j'avoue que je suis assez sceptique sur justement Berlin comme première puissance militaire, non seulement sur la question du vouloir, mais même du pouvoir. Déjà parce que pourquoi on met en avant cette éventualité? Parce qu'il y aurait une augmentation du budget phénoménale, c'est-à-dire le fait que si vraiment l'Allemagne dépenser 2% de son PIB pour la défense, on serait à peu près de mémoire, je crois, entre 70 à 80 milliards par an, ce qui est quand même pas le double, mais quand même assez élevé par rapport au budget français actuel qui est de 47, si je ne dis pas quelques milliards près. Donc déjà, pour moi, ce n'est pas faisable dans le sens où déjà actuellement le budget allemand, il est supérieur à celui de la France et même à celui du Royaume-Uni. Pour autant, est-ce que pour autant on considère que l'Allemagne est la première puissance? Non. Et ce n'est pas avec même 30 milliards de plus que ça le serait forcément, puisque si en fait on comptabilise non pas juste le budget, mais qu'on essaie de calculer l'efficacité d'une armée et de la force armée d'un pays, dans les faits, il y a plusieurs classements qui existent, qui sont disponibles par différents centres de recherche. L'Allemagne actuellement, enfin la France et le Royaume-Uni, c'est 7e et 8e au monde, c'est-à-dire en termes de forces armées, de capacité, etc. Le premier pays étant naturellement les États-Unis. L'Allemagne, dans ce classement-là, avec un budget qui est déjà supérieur de 6 milliards au budget français, est 16e. 16e derrière des pays tels que l'Italie, le Brésil ou l'Indonésie. L'Italie qui a un budget qui va de moitié à l'Allemagne. Donc, ça permet de relativiser cette vision-là de l'Allemagne première puissance parce qu'ils vont dépenser 80 milliards éventuellement. Tout dépend comment c'est dépensé. Sachant en plus que dans le cas français-britannique, il faut compter la part qu'on investit pour le nucléaire. Donc, c'est-à-dire sans
puisqu'on ne part pas première puissance militaire allemande, a priori, on part plutôt sur l'idée de première puissance au sens conventionnel. Or, même sur le conventionnel, donc si on prend les budgets britanniques ou français, on est en dessous. Donc, ce qui montre bien que l'écart est loin d'être comblé. Mais au-delà de ça, de toute façon, je ne pense pas que ce soit crédible, cette peur qu'ont certains, y compris en France, qui a été mise. Bon, en France, ça a été moins le cas, parce que la plupart, on est plutôt content que ces dépenses, mais il y a certains qui, de suite, se sont affolés de « ah là là, ça y est, les Allemands vont devenir la première puissance ». Je pense que ce n'est pas vraiment crédible pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que si jamais ça venait à être le cas, c'est-à-dire vraiment qu'il y ait une vraie dépense et que pour le coup, les craintes soient réelles, entre guillemets, la crainte pas de comportement répréhensible de l'Allemagne, mais juste qu'elle devienne première puissance, automatiquement, j'estime qu'il y aurait une réaugmentation des budgets français ou britanniques. Donc, ça va dire qu'à partir de là, il n'y aura pas de Berlin, première puissance militaire, avant très longtemps. Et deuxièmement, c'est aussi oublier le fait qu'on est dans un mouvement général de réarmement des pays Europe en particulier. Et je pense à un pays en particulier qui est souvent mis en parallèle avec l'Allemagne parce que justement, c'est le pays qui aurait le plus à craindre. C'est la Pologne. Or, la Pologne a annoncé d'ores et déjà que dans les prochaines années, ils comptaient doubler leur effectif militaire, ce qui fait que leur armée à la Pologne va être du même équivalent, enfin du même effectif que l'Allemagne. Donc, c'est-à-dire qu'on va avoir une armée polonaise qui aura autant de soldats que l'armée allemande. Donc, à partir de là, peut-être que les équipements allemands seront plus modernes, peut-être qu'ils seront plus chers, mais en termes d'efficacité militaire, vu que leurs voisins, y compris à l'Est, aura autant d'effectifs dans ses forces armées, c'est fortement contestable. Et de manière générale, je pense qu'on risque d'avoir plutôt, je dirais, paradoxalement, un affaiblissement du poids allemand sur les questions militaires, en particulier dans l'Alliance Atlantique, à cause justement de ce réarmement général et aussi de ce qui est très probablement va arriver sous peu, l'adhésion de deux nouveaux pays, que sont la Finlande et la Suède dans l'OTAN, ce qui fait que d'un point de vue même en termes de défense du continent européen, ça va modifier complètement comment celui-ci est conçu, ce qui fait qu'on risque d'avoir un affaiblissement général de la position allemande à cause du fait que les acteurs à l'Est vont jouer un rôle beaucoup plus important, plus majeur, et que surtout, va se poser la question, encore une fois, du déplacement des bases militaires américaines à l'Est. Puisque même si officiellement, je termine là-dessus, même si officiellement ce n'est pas encore le cas, dans les faits, l'acte OTAN-Russie qui limite justement le déploiement de bases permanentes de l'OTAN à l'Est, il est certes pas encore dénoncé par l'OTAN, mais dans les faits, il n'a plus de valeur, tellement la Russie a violé ce dernier, donc ce qui fait que toutes les bases actuelles que l'on a en Allemagne pourraient tout à fait être délocalisées, que ce soit en Pologne, que ce soit en Finlande, en Suède. Donc à partir de là, ces pays-là vont prendre un poids prépondérant, et encore une fois, quand bien même l'Allemagne dépenserait 70 milliards, tout dépend comment c'est investi, et sachant que les autres pays à côté ont autant d'hommes et de femmes sous leur drapeau. Je termine là-dessus. Merci beaucoup. Monsieur Butin, même question. Oui, de mon côté, je crois que s'il y a certains pays qui doivent craindre une augmentation à la fois du budget allemand et une forme de réarmement allemand, ces pays, ce sont d'abord nos adversaires potentiels. En tous les cas, je crois que tout investissement supplémentaire de l'Allemagne sera bienvenu au sein de l'UE et au sein de l'OTAN. Ça a été rappelé, il y a eu cet engagement pris au sommet des Pays de Galles en 2014 des alliés au sein de l'OTAN pour accroître leur effort de défense et le porter à 2% de leur PIB, avec toutes les réserves qu'on peut avoir sur le mode de calcul qui est alors adopté. Et donc, c'est évidemment une bonne chose que, je dirais, quelques années après, on se conforme aussi à ces engagements avec je crois, des trajectoires qu'il faut garder comme différenciées selon les États. Ça a été rappelé, le budget allemand a augmenté depuis 2014, mais de mémoire, il y avait des articles récemment qui montraient que finalement, à l'échelle européenne, le budget allemand avait relativement stagné, comme le budget néerlandais et le budget italien, alors que effectivement le budget polonais, le budget français connaissait une augmentation considérable. Donc je crois qu'on est pas tellement dans le rattrapage, il faut vraiment accélérer. Le deuxième point, c'est bien sûr que dépenser plus
ça ne veut pas dire dépenser bien. Et là-dessus, je rejoins complètement ce qui a été dit par Laurent Borsillot sur le fait que il y a également à l'OTAN une distinction qui est faite entre les inputs et les outputs, les intrants et les extrants. Et pour tous ceux qui regardent cela de près, on sait pertinemment qu'avoir beaucoup d'argent ne conduit pas forcément à bien l'employer. Et je reviens, enfin, il y a une dimension, je dirais, très technique et très compliquée sur la gestion des ressources. Ça a été évoqué, y compris par Mariana Mering, mais il y a également une question de comment dire, de réarmement intellectuel dans cette période très particulière que nous vivons. On se plaît, nous, à parler d'un réveil stratégique des Européens à l'occasion de cette guerre russe contre l'Ukraine. Mais elle passe aussi par un réarmement intellectuel. Et il y aurait, je crois, il y aurait une occasion manquée et donc beaucoup de risques à ce qu'une éventuelle augmentation forte de l'effort allemand en matière de défense se matérialise soit par une forme de prolongation de la courbe, y compris avec, je dirais, un certain nombre d'impensés entre une sorte de dichotomie entre, d'un côté, l'opinion publique et la classe politique extrêmement réticente sur cette culture de la retenue, sur le risque de l'engagement et ainsi de suite, et une structure, je dirais, militaire, administrative et d'experts qui, elle, a été beaucoup structurée par l'appartenance à l'OTAN. Et si ce réarmement allemand ne se traduisait pas par un changement dans le paysage, je dirais même mental, à Berlin et à Bonn, ce serait très dommageable parce que je crois que les écueils auxquels on est confronté aujourd'hui, y compris les difficultés dans le débat politique allemand, ne seraient pas levées. Il a été fait mention voilà, des questions des exportations dont tout le monde, je crois, connaît la sensibilité. Il y a bien sûr une question de moyens qui est en cause, mais il y a aussi une question de volonté politique. D'autres pays aux moyens beaucoup plus limités que l'Allemagne ont eu une approche beaucoup plus assez différente. Des pays de manière assez comparable, comme l'Italie, gère cette transition, y compris un certain nombre de contraintes, je dirais, et de retenues héritées de l'histoire de manière assez différente. Donc, je crois que l'enjeu, c'est aussi que cet effort allemand ne se traduise pas uniquement par la poursuite de ce consensus un peu la poursuite de cet inconfort relatif évidemment moi je me permets de répondre à une question qui ne m'a pas été posée sur les questions d'acquisition, mais si effectivement la résultante de cet effort de réarmement, c'est de l'acquisition d'armes et de matériel de guerre sur étagère, dans un échange qui est un échange transactionnel à l'égard d'une puissance tierce, je crois que c'est effectivement pas à notre avantage général, c'est pas l'intérêt de l'Allemagne et c'est pas non plus l'intérêt des Européens, y compris dans leur volonté de rééquilibrer la relation avec notre allié américain. Enfin, le dernier point, et ça a été là aussi évoqué par Laurent Borsillot, c'est évidemment la question du fait nucléaire, sur laquelle je serai assez bref, mais ça restera, je crois, un point qui différencie l'Allemagne, par exemple, de la France et du Royaume-Uni comme État doté de l'arme nucléaire. Pour autant, là aussi, je crois qu'il y a un certain nombre de discussions qui ont été conduites, qui pourront encore l'être. Là aussi, je crois qu'on attend, côté français, un certain nombre de clarifications de l'Allemagne, y compris au sein de l'Alliance Atlantique, quand il s'agit de poursuivre la mission nucléaire, ou à l'égard de certaines initiatives comme le traité d'interdiction sur les armes nucléaires, à propos desquelles, je crois, vous connaissez la position du gouvernement français. Merci. Merci beaucoup. Johanna, à toi? Merci beaucoup. Alors moi, j'aimerais bien répondre à cette deuxième question en faisant 3 points. Le premier qui est en
permettrait de scruter un peu les trajectoires de dépenses que je suppose sont assez vraisemblables de l'Allemagne. Le deuxième voudrait regarder l'environnement macroéconomique qui pèse un peu sur nous, tous nos pays, entre guillemets, européens. Et le troisième point, c'est le défi de la modernisation militaire américaine et comment les pays européens vont se positionner par rapport à comment dirais, driving force, cet promoteur en fait des dépenses militaires. Alors pour commencer, comment l'Allemagne dépensera cet argent et comment la Bundeswehr évoluera. Je pense effectivement qu'il y a des fortes chances qu'un investissement dans la lignée de l'OTAN serait privilégié parce ça permettrait à l'Allemagne de rester dans cette zone de confort et de retrouver des réflexes de guerre froide et des plans budgétaires, des fonctionnements bureaucratiques qui n'ont pas été utilisés depuis quelques décennies, mais qui peuvent être réactivés. Donc, il y a cette sécurité dans cette possibilité, dans un environnement qui est assez anxiogène et des changements qui sont attendus, de retomber sur quelque chose qu'on connaît déjà. Et là, on voit effectivement que l'Allemagne est entourée par des pays qui font le même effort ou qui sont dans cette même alignée, mais qui savent beaucoup plus manier l'outil budgétaire, autant que l'Allemagne elle sort d'une période de beaucoup trop de réformes et qui se retrouve avec un outil militaire qui est vraiment, vraiment dans un très mauvais état. Donc, on peut supposer que l'argent qui est actuellement sur la table ne pourrait jamais suffire que pour vraiment boucher les trous. Donc, il faut s'imaginer que pour transformer, même dans le cadre de l'OTAN, la Bundeswehr en quelque chose de performant qui peut remplir vraiment les attentes, parce qu'il faut rappeler que l'Allemagne est les nations cadres au sein de l'Alliance Atlantique. Il y a tout un tas de pays qui sont regroupés autour d'elle, qui ont dit au revoir à certaines capacités militaires clés pour vraiment faire confiance à l'Allemagne et de jouer ce rôle d'ancrage, attendent cette qualité et cette performance. Donc, juste pour être à la hauteur de ces attentes, il va falloir investir sur au moins une décennie, et ce qui ne permet pas, bien sûr, d'investir dans des réflexions et où ça rentrera en collision avec toute réflexion de dépenses militaires qui visait notre souhait aussi de l'autonomie stratégique européenne. Donc là, on a un clash qui a été déjà décrit par mes co-panélistes qui malheureusement se défient et qu'il va falloir gérer. Alors, le deuxième point que je voulais faire, c'est sur l'environnement macroéconomique. Donc, on est malheureusement actuellement encore dans une situation assez surréaliste. On est en apaisanteur budgétaire parce qu'on sort d'une pandémie, on espère de sortir. On a une situation de destruction de notre architecture de sécurité en Europe. Donc, on est dans une situation de menace qui peut justifier des dépenses extraordinaires, mais tôt ou tard, il va falloir reprendre des habitudes de gestion budgétaire au sein de l'Union européenne. Bon, on a appuyé 2 fois sur le bouton pause en ce qui concerne le Stability and Growth Pact, mais il va falloir préparer un atterrissage. Et là, je vois, il y a non seulement cette pression de rentrer dans les clous, mais il y a également un environnement inflationnaire qui est extrêmement fort et qui met également en question des dépenses militaires soutenues à la longueur. Donc, je vois aussi ça comme frein dans cet environnement d'investissement militaire. Et pour troisième point, donc le défi de l'innovation militaire américaine, c'est des choix stratégiques qui s'imposent aux Européens parce qu'on est face à un partenaire qui si on compare les chiffres, dépense, je ne sais pas, 3 fois plus que toutes nous, et on se prise ensemble, et qui est en train
de se frotter contre un compétiteur comme la Chine et qui part dans des investissements dans des technologies comme les satellites, l'espace, les communications, une façon de faire la guerre qui est aussi basée sur l'intelligence artificielle, toutes sortes de décisions qui vont être très difficiles pour nous parce que est-ce qu'on va vouloir suivre les États-Unis ou est-ce que nous serons capables de nous mettre ensemble pour créer nos propres capacités? Et ça va impliquer des choix qui doivent être discutés et décidés par les Européens. Donc ça, c'est mon troisième point qui à mon avis, pèse dans cet avenir budgétaire. Merci. Merci beaucoup, Johanna. Gaspard, c'est à vous. Merci beaucoup. Alors oui, c'est une question intéressante et je trouve la question de savoir si Berlin deviendra la première puissance militaire en Europe, finalement, ça sous-tend un peu une crainte qu'on perçoit d'une partie de la classe politique française sur le fait de savoir si l'Allemagne est en train de se réarmer. Je pense qu'avant de répondre à la question, il faut d'abord se demander qu'est-ce qu'on entend, un peu comme le disait Laurent tout à l'heure, qu'est-ce qu'on entend par première puissance militaire? Est-ce qu'il s'agit de la première puissance en termes d'effectifs? Est-ce qu'il s'agit de la première puissance en termes de budget de défense, de quantité ou de qualité de matériel, de niveau d'entraînement, de capacité de projection, etc., etc. Clairement, de mon point de vue, nous, Berlin ne deviendra pas la première puissance militaire en Europe pour la simple et bonne raison qu'on part de loin, on part de très loin, et que quand on regarde le Zonda fameux de 100 milliards, il va surtout servir à mettre à niveau l'Allemagne en termes de défense et non pas à la réarmer, surtout que l'Allemagne est déjà armée, donc en soi, elle n'a pas besoin d'être réarmée. Une citation que je trouvais amusante et assez représentative de ce principe, c'est Christian Mölling de la DGAP qui a dit ça, je vais vous la citer, c'est « Il ne s'agit pas d'acheter du champagne, mais de remplir des verres d'eau vide ». Et je trouvais que c'était assez, ça illustrait bien cette idée. Donc le principal enjeu, c'est d'améliorer le taux de disponibilité des équipements, et c'est intéressant parce que la semaine dernière, on avait justement au Bundestag un débat sur la disponibilité des taux d'équipement avec le rapport annuel de la commissaire parlementaire aux forces armées, donc Eva Högel, qui a été rendu et qui a été discuté au Bundestag. Ce rapport, il dénonce un taux de disponibilité des équipements de 77% en moyenne, c'est-à-dire qu'un quart des capacités de l'armée allemande ne sont pas utilisables, en sachant que ce taux varie et pour certains équipements, il est bien plus faible. C'est une moyenne. Si on prend les hélicoptères d'attaque Tigre, le taux, c'est 17%. C'est-à-dire qu'un hélicoptère Tigre sur 5 peut décoller, soit 9 hélicoptères sur les 51 dont dispose la Bundeswehr. Donc l'objectif, si on reprend les propos de Olaf Scholz, c'est d'avoir une armée, je cite, performante, ultra moderne et progressiste, qui nous protège de manière fiable. On voit bien toute l'idée. Le but, c'est pas de dépasser les autres, c'est simplement d'avoir une armée sur laquelle on puisse compter et qui ait de l'équipement qui fonctionne. L'objectif, donc, c'est d'une part faire face aux besoins croissants de la Bundeswehr, moderniser l'équipement, mais également, comme ça a déjà été dit, remplir les obligations de l'Allemagne vis-à-vis de l'OTAN et vis-à-vis de ses alliés, et notamment les engagements du sommet de Newport de 2014. Si on regarde sur le budget de défense de l'Allemagne, certes, il est très élevé, mais en termes de ratio au PIB, il est inférieur à de nombreux pays. Si on regarde la part qui est dédiée aux équipements, sur les 48 milliards en 2021, seuls 9 milliards sont dédiés aux équipements. C'est moins que les 20% préconisés par l'OTAN, et c'est bien moins que les 14 milliards d'euros que la France investit sur son budget en matière d'équipement. Et enfin, ce fonds de 100 milliards, il a un intérêt, je pense que peut-être ce qu'il faudrait retenir, c'est qu'il assure les crédits nécessaires à une planification pluriannuelle des programmes capacitaires. Ce qui manque en Allemagne, il n'y a pas de planification pluriannuelle comme on peut l'avoir avec la loi de programmation militaire en France, et donc c'est très compliqué de se projeter sur des projets de long terme, de longue haleine, des programmes d'armement complexes. Donc, ça va permettre de compenser cette absence de planification parce que ce budget doit servir avant tout à financer des programmes structurants de long terme et, si possible, en coopération. Maintenant, ce fonds de 100 milliards, il pose plusieurs questions. Une question qu'on a déjà posée, c'est celle de la répartition. Est-ce qu'elle se fera sur 5 ans, sur 10 ans? Est-ce qu'il s'agira d'une hausse graduelle
ou d'une hausse régulière. Alors, on peut imaginer une faible hausse dans les premières années, puis une forte hausse sur la fin, ou alors une utilisation équitable chaque année, c'est-à-dire 10 milliards d'euros qui viennent s'ajouter au budget actuel pendant 10 ans. Ça pose une autre question, c'est celle de la capacité d'absorption du ministère des Armées allemand. Les organes qui sont en charge des acquisitions devraient passer du jour au lendemain de crédits de 10 milliards d'euros environ d'équipement à 20 milliards. Il faut pouvoir les utiliser et avoir les ressources nécessaires pour les utiliser correctement. Un autre point, c'est que ça risque d'engager des surcoûts parce que ce budget, il ne prévoit pas le fait que disposer de plus d'équipements, ça engendre également une hausse des dépenses d'utilisation. Je pense au carburant, notamment, on a beaucoup parlé dans le cadre du conflit ukrainien, la maintenance, les pièces détachées, etc. Et ces coûts, ils ne sont pas nécessairement pris en compte dans le budget des armées. On a également la question de la pérennité du dispositif. Alors, il y a cette volonté de l'inscrire dans la constitution allemande. Pour ça, il faut un vote à la majorité aux 2/3. La CDU et la CSU sont assez dubitatifs, c'est-à-dire que s'ils sont d'accord sur le principe de ce fonds, parce que pendant des années, ils ont prôné une augmentation des budgets de défense, ils se veulent prudents, c'est-à-dire qu'ils veulent être sûrs que ce budget serve bien à financer la Bundeswehr et uniquement la Bundeswehr. Ils veulent savoir comment seront financés ces crédits supplémentaires. Et donc, il y a des discussions en cours et il y a un projet d'amendement de la CDU. Voilà, bon, il s'agit d'un débat sémantique, savoir quel mot utiliser pour l'inscrire dans la Constitution. Mais en tout cas, il y a ce débat en cours. Et le point le plus important sur lequel j'aimerais bien insister, c'est le risque lié au choix capacitaire de l'Allemagne. Et Félix Butin l'a déjà mentionné, avec le risque d'achat sur étagère qui ne profiterait pas à l'industrie européenne, qui créerait des dépendances vis-à-vis d'acteurs tiers, et notamment les États-Unis, qui nuit à l'idée d'autonomie stratégique qu'on essaie de développer en Europe et de constitution d'une base industrielle et technologique de défense européenne. Il y a plusieurs exemples dans les dernières années de choix allemands d'équipements américains. Je pense au P-8 Poseidon pour donc l'avion de patrouille maritime, alors qu'il y avait un projet franco-allemand qui proposait une alternative. Récemment, le F-35, même si voilà, il faut bien avoir en tête que ça ne remet pas pour autant en question le SCAF, ou également les hélicoptères lourds que l'Allemagne s'apprête à acheter aux États-Unis. Et l'autre problème, c'est que il y a un risque d'absence de coordination. En fait, si chaque pays utilise ces nouveaux crédits de défense pour acheter de l'équipement sur étagère à la hâte pour boucher de coûts capacitaires, on peut tout à fait comprendre, mais c'est des programmes qui durent plusieurs décennies, parfois 20, 30 ans. Il faut éviter les duplications, il faut qu'il y ait une coordination. Et un dernier point que j'aimerais mentionner, et qui est passé, je pense, assez inaperçu, c'est le positionnement qu'a l'Allemagne vis-à-vis des pays d'Europe centrale orientale et la façon, parce qu'il ne faut pas se mentir, c'est également un concurrent industriel pour la France et pour d'autres pays, dont elle se positionne. Il y a un concept qui s'appelle le Ringtausch, qui a été expliqué par le ministère de la Défense allemand, donc ça veut dire l'échange d'alliances, et c'est l'Allemagne qui propose de remplacer les capacités que les pays d'Europe centrale orientale donneraient à l'Ukraine, donc les capacités des capacités un peu anciennes qui datent de l'époque soviétique, par des capacités modernes allemandes. Voilà, on peut le voir comme une bonne nouvelle, mais on peut aussi le voir comme une tentative de se positionner sur des marchés en fournissant de l'équipement allemand et ensuite créer une certaine dépendance avec ces pays-là. Donc voilà, c'est un point que je voulais mentionner qui suscitera peut-être le débat, on peut en reparler. Désolé, j'étais un peu trop long. Merci beaucoup. Et on termine avec Gesine sur la même question. Grand merci aussi pour à tous mes co-panélistes pour ces propos très, très complets. Donc, moi aussi, je vais revenir sur cette question. Est-ce que l'Allemagne devient la première puissance militaire en Europe? Et pour moi, en tant qu'Allemande qui travaille en France, c'était quand même une discussion presque un peu absurde, pour être sincère. Parce que j'ai évidemment suivi la presse et en effet, même en Allemagne, on avait l'impression que tout ce développement est un changement d'époque et aussi, comme beaucoup de médias, beaucoup d'officiels le disaient à cette époque, c'est un changement ou c'est un développement qu'on ne peut pas surestimer. Donc oui, c'est vrai, c'est vraiment un changement profond et très, très important.
Par contre, et je pense que Gaspard l'a aussi très bien illustré avec tout ce qui est, tous ses propos sur l'acquisition des capacités, en Allemagne, c'était vraiment une réaction à un défi sécuritaire. Ce changement, cette annonce d'investir 100 milliards dans la Bundeswehr, ça ne vient pas de nulle part et ça ne vient pas d'une volonté de changer profondément la posture stratégique de l'Allemagne, mais vraiment on ne veut pas dire de la peur bleue de la Russie, mais quand même d'un choc géopolitique. Et cela est une chose qu'il faut absolument garder en tête. Et à mon avis, cette idée que l'Allemagne pourrait remplacer la France comme première puissance militaire en Europe, à mon avis, c'était vraiment une idée qui a été beaucoup générée par les médias. Ce que je trouvais aussi très intéressant, très souvent aussi par des médias américains, mais pas forcément où c'était une idée qui n'était pas du tout présente dans le discours allemand. Donc, cela peut être comme élément complémentaire sur cette question si l'Allemagne va devenir la première puissance militaire en Europe. Pour apporter encore un autre angle à cette discussion, on a beaucoup parlé des capacités, etc., sur l'achat des systèmes d'armement, etc. Ce que je trouve assez important à garder en tête aussi, c'est le fait que juste l'acquisition des capacités ne veut pas forcément dire qu'on va les utiliser. Et surtout, si on connaît un peu la constitution allemande et si on sait que tout déploiement des forces allemandes doit être autorisé par le Bundestag, on voit quand même que la capacité d'agir de l'Allemagne, ou surtout du gouvernement allemand, est beaucoup plus restreinte et beaucoup plus encadrée que celle-ci de la France. Parce qu'en France, à la fin, c'est juste le président qui peut décider et envoyer les forces armées. Il faut juste, a posteriori, à un point aussi l'accord de l'Assemblée nationale, mais jusqu'à 4 mois, il a plus ou moins la main libre de déployer des forces armées françaises où qu'il le souhaite. En Allemagne, ça ne fonctionne pas de cette manière. Donc, c'est quand même beaucoup plus encadré. Et moi, personnellement, je ne vois pas encore ce changement profond au sein du Bundestag. Parce qu'il faut toujours garder en tête, même si la CDU était toujours en faveur d'une Bundeswehr un peu plus active, un peu plus aussi engagée, il faut garder en tête que dans les partis gouvernants actuellement, il y a quand même une réticence militaire très, très importante. Il y a une culture de pacifisme qui prime très souvent sur la volonté de déployer des forces des forces armées où que ce soit. Donc cela reste aussi, déjà d'un point de vue procédural, un défi ou un obstacle potentiel assez important. Et ensuite, il faut aussi garder en tête que les règles juridiques et les obstacles juridiques en Allemagne sont beaucoup plus importants. Donc, évidemment, c'est le droit public international qui s'applique à tout le monde, mais par exemple, la participation à un format comme Takuba, qui était déployé dans le Sahel, est beaucoup plus compliqué d'un point de vue juridique allemand que, par exemple, français. Parce que tout déploiement des forces allemandes ou des forces armées allemandes doit toujours s'inscrire soit dans un système de sécurité collective, soit il doit servir la défense de l'Allemagne. Et ces termes sont définis de manière assez étroite par la Cour suprême allemande. Donc, même si on a les capacités, il faut à la fois la volonté politique pour les utiliser et à l'autre côté aussi soit un cadre juridique qui le permet, soit une créativité juridique assez importante pour que ça puisse être le cas. Et pour l'instant, je ne vois ni l'un ni l'autre.
Grand merci à tous. Alors, j'aurais évidemment beaucoup de questions à vous poser, mais je vois que l'heure tourne et je veux laisser le plus de place possible au débat. Donc, il nous reste une grosse demi-heure et je propose d'ouvrir tout de suite le débat à l'auditoire. Je vous demanderai de poser vos questions de façon la plus précise et la plus directe possible, peut-être en précisant qui vous êtes pour savoir d'où vous posez des questions et de préciser peut-être à quel panéliste en particulier vous souhaitez poser votre question, sauf si elle s'adresse à tous. Alors, je vois une première main levée, Thierry Garcia. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'avoir organisé ce panel, hein, Delphine et Laurent. Donc, je suis juriste, hein, nul n'est parfait, à l'université Grenoble-Alpes. Et j'aurais une première question à poser à Madame Weber. J'ai trouvé son intervention très intéressante, comme toutes les interventions. Donc, effectivement, en droit, il faut l'autorisation du Bundestag pour que les forces armées allemandes puissent intervenir à l'extérieur. Et moi, je me posais la question, parce que je suis un peu béotien en la matière, est-ce que pour des aides militaires matérielles, comme c'est le cas par rapport à l'Ukraine, est-ce que le Parlement allemand a son mot à dire pour des aides matérielles et non pas pour des forces, on va dire, humaines, militaires? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question qui s'adresse à tous les panélistes, et là, en tant que juriste, je reste perplexe chaque fois qu'on utilise cette expression. L'un d'entre vous a parlé de souveraineté européenne, à laquelle l'Allemagne veut participer. Et j'avoue que pour un juriste, hein, l'utilisation du terme souveraineté européenne, c'est un oxymore, hein, c'est quelque chose, pour ne pas dire que c'est quelque chose qui ne peut pas exister. Donc j'aimerais bien avoir votre conception en tant que politiste de ce terme de souveraineté européenne que le président Macron aussi, comme vous le savez, a employé, mais pour moi, c'est une aberration. Voilà. Merci beaucoup. Alors, je vais peut-être prendre encore une ou deux questions pour faire un premier tir groupé de réponses. Donc, s'il y a d'autres questions dans la salle à ce stade de la conférence. Je vais regarder s'il y en a dans le chat. Alors, écoutez, pour l'instant, pas d'autres questions, donc je vous propose de répondre. Si ça convient à tout le monde, je vais peut-être juste commencer par la question sur les aides matérielles. Oui et non. Donc, techniquement, si le gouvernement décide d'envoyer les capacités matérielles en Ukraine, en principe, c'est faisable sans un accord du Bundestag. Mais, et maintenant, ça va devenir très, très compliqué si ces capacités doivent d'avant être acquises par l'Allemagne. Et si le montant total de cette acquisition va être au-delà de 25 millions, donc important, millions, pas milliards, d'euros, il faut l'accord du Parlement. On l'appelle en allemand, ce sont les 25 Mio-Vorlagen, donc les propositions des 25 millions. Et si on a une telle procédure, moi j'ai souvent travaillé sur, c'est très souvent une formalité, donc j'ai travaillé aussi sur cela quand j'ai été conseillère parlementaire au Bundestag. Ça vient juste sur votre bureau, vous regardez quelles exactement sont les capacités qui doivent être acquises, et normalement les partis de la majorité gouvernementale vont juste donner leur accord pour l'acquisition. Donc, normalement, pour les aides matérielles, c'est quand même beaucoup plus facile que pour le déploiement des forces. Donc, c'est surtout cela qui est très, très encadré, aussi juste à cause de l'histoire allemande. Et je vais aussi me permettre de peut-être très rapidement comprendre la question de souveraineté européenne. En effet, il faut un peu voir d'où ça vient, ce terme de souveraineté. Et en effet, le fait que le gouvernement français utilise le terme souveraineté, ça a quand même changé parce qu'auparavant, on était à l'autonomie stratégique européenne que moi, personnellement, je trouvais beaucoup plus pertinent que le terme souveraineté. Mais à l'autre côté, c'était politiquement absolument nécessaire de changer ou de remplacer par souveraineté parce que le terme de l'autonomie stratégique a quand même posé pas mal de problèmes aux autres partenaires européens. Et j'ai aussi remarqué quand Macron, lors de son investiture, parlait du terme de souveraineté ou de l'autonomie. Il y avait quand même beaucoup, surtout d'analystes allemands, mais aussi américains, qui commencent à stresser
parce qu'ils craignent qu'il y aura un éloignement de l'Allemagne, non, pardon, de l'Europe, des États-Unis, etc. Et ça, c'est une chose qui est un peu mal perçue. Donc, pour revenir à cette idée de l'autonomie stratégique européenne, l'idée principale, c'est juste que les Européens, et je fais exprès de dire les Européens et pas l'Union européenne, parce que ce terme normalement va un peu au-delà de l'Union européenne, même si le gros du travail se fait évidemment dans l'Union européenne. Mais l'idée principale, c'est que les Européens sont capables de prendre leurs décisions sur la base de ces intérêts stratégiques et que de ces intérêts qui ont été préalablement définis et aussi, ce sont vraiment ces intérêts qui vont guider le choix stratégique et pas les intérêts des États-Unis ou des intérêts de n'importe qui, mais c'est vraiment l'idée, on a défini l'intérêt européen, on va essayer de trouver une stratégie qui permet d'atteindre nos objectifs stratégiques. Et ce qui est très, très important, ce n'est pas une idée d'indépendance totale, ce n'est pas une idée d'abandon des partenaires. L'idée, c'est vraiment de travailler avec les partenaires où que ce soit possible pour atteindre ces objectifs, mais aussi d'être capable d'agir seul si ce n'est pas possible de travailler avec les partenaires. Donc ça, c'est un peu l'idée de l'autonomie stratégique européenne. Ensuite, ce terme a été remplacé par la souveraineté, aussi par exemple parce que c'est beaucoup plus facile à vendre, entre guillemets, dans les capitales comme Berlin ou Varsovie. Et aussi parce que la souveraineté, ça semble d'être un peu plus large et ne pas seulement comprendre les enjeux de sécurité et défense, mais aussi par exemple de l'économie. On l'a vu avec toutes les questions de dépendance énergétique, etc. Tous les grands enjeux tech, oui, tout cela peut aussi être ou faire partie de la souveraineté. Et évidemment, ça pourrait aussi faire partie de l'autonomie stratégique, même si on parle d'autonomie stratégique, c'est quand même un peu plus dans le conceptuel et souveraineté, c'est un peu plus axé vers l'action. Mais je pense que mes copanélistes français pourraient éventuellement aussi compléter ces propos. Je vous propose du coup de remonter en fait dans le sens inverse des panels. Donc Gaspard, je vous donne la parole tout de suite. Merci beaucoup. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Gésine. C'est intéressant de se souvenir, il y a quelques années, quand Annegret Kramp-Karrenbauer était, je crois, ministre de la Défense allemande, elle avait dit que l'autonomie stratégique européenne, c'était, il me semble, elle avait dit une illusion ou illusoire, ou que c'était pas réaliste, ça avait été assez mal accueilli en France. Maintenant, voilà, on a trouvé ce concept plus consensuel de souveraineté stratégique, parce que comme l'a dit très justement Gésine, autonomie, c'était perçu par l'Allemagne comme un moyen de comme se défaire de l'OTAN et du coup, c'était mal perçu. Bon, au-delà du débat sémantique, je pense qu'il faut retenir de cette idée, même si souveraineté et le fait qu'elle soit partagée, ça peut paraître paradoxal, c'est en fait réduire nos dépendances externes, nos dépendances de l'Europe comme un ensemble géographique, politique, renforcer nos interdépendances, ce qu'on appelle les dépendances mutuellement consenties. Et l'idée, comme l'a dit également déjà Gésine, c'est d'avoir une capacité d'action autonome, une capacité de prise de décision autonome, et pour ça, c'est disposer, alors évidemment, de capacités, des capacités nécessaires, de capacités qu'on développe en propre au niveau européen, mais également de structure, de commandement, de décision, de capacité de renseignement, etc., pour pouvoir suivre une situation et prendre des décisions de façon éclairée sans dépendre d'un État tiers externe à l'Union européenne. Donc, je pense que c'est toutes ces idées, j'en oublie certainement, qui sont derrière l'idée d'autonomie stratégique. Johanna, du coup. Alors moi, je dois vraiment dire que ce terme de souveraineté me pose énormément de problèmes parce que c'est un non-sens juridique. Et je sais qu'on est dans une quête de trouver une réponse à la question Europe puissance complète, comme Stanley Hoffman l'a si bien dit, mais si l'autonomie stratégique a été
avorté, pour ainsi dire, parce que perçue surtout en Europe centrale et orientale comme trop clivante. Le fudge qui a été choisi par la suite de souveraineté, ça ne nous aide pas du tout parce que de toute façon, on ne peut pas partager la souveraineté, elle existe et ce qui se fait dans le sein de l'Union européenne, c'est de déléguer éventuellement des compétences. Mais la souveraineté, elle est par définition indivisible. Donc voilà, je dirais ça. Ce qui la communicante ou le communicant qui a penché pour cette formule était décidément pas juriste. Donc, un petit souci. Mais bon, alors, on est toujours heureux s'il y a des pas en avant pour travailler sur cette question des capacités qu'ils peuvent utiliser conjointement. Et donc, peut-être il faut juste accepter cette naissance un peu maladroite d'un nouveau terme. Ça serait mon petit commentaire. Monsieur Hutin. Oui, merci. Je crois que Gesine Weber a vraiment bien décrit les termes du débat et effectivement, à l'adresse de Monsieur Garcia, je crois qu'on a affaire à un concept politique et pas à un concept juridique. Et je pressens ce qui, en vous, doit comment dire, s'opposer, comme pour Johanna Möhring, à une telle idée. De mon côté, je dirais simplement que ce qui nous importe, c'est beaucoup plus la substance que les mots. Et on sait que les mots ont pu aider le débat et qu'à un certain moment, ils ont pu bloquer le débat. Et je crois qu'il était fait référence à ça à propos de l'autonomie stratégique, qui était une notion qui est dans les textes européens depuis assez longtemps déjà, s'agissant des questions de base industrielle et technologie de défense, qui est directement effectivement importée d'une réflexion même doctrinale française, je crois du livre blanc de 72, sur le fait qu'on a une capacité propre d'évaluation, de décision et d'action. Et donc, ça suppose, par exemple, des moyens, des procédures et ainsi de suite. Et à un certain moment donné dans le débat, cette autonomie stratégique a été perçue de manière effectivement toxique, a été fait l'objet de critiques, y compris de la part de pays qui avaient souscrit à certains textes européens dans lesquels on y faisait mention, et il a été fait référence à une prise de position d'une précédente ministre de la Défense allemande à ce propos. Nos partenaires allemands ont très tôt étaient beaucoup plus à l'aise avec cette notion de souveraineté. Ils ont parlé de souveraineté stratégique, je crois, dans l'accord de coalition. On a d'autres, si vous me permettez de faire un petit panorama, par le passé, il y a eu aussi nos collègues néerlandais, etc., qui poussaient la notion d'autonomie stratégique ouverte, ce qui était pour nous, Français, en tous les cas, sur le plan conceptuel, une sorte là aussi une vraie question, parce que nous ne connaissons pas d'autonomie stratégique fermée. Donc, mais bon, on sentait qu'il y avait une sorte de tension qui était problématique. Je crois que l'enjeu, c'est vraiment ce qu'on fait et ce qu'on met derrière ce qui, in fine, va être des conclusions du Conseil européen. Là, c'était le cas, il en est le cas dans les conclusions de la rencontre informelle du Conseil européen à Versailles, où on parle de souveraineté européenne. L'enjeu, c'est vraiment de savoir de quoi on parle et ce qu'on fait. Et évidemment, chaque État membre, isolément, dans un monde vaste, et face à des acteurs comme la Chine, la Russie, les États-Unis, mais d'autres acteurs encore, a une capacité d'action qui est limitée. Et l'enjeu, c'est de savoir ce qu'on peut faire, y compris ensemble, pour mieux gérer nos interdépendances et connaître, y compris y consentir, comme le soulignait très justement un intervenant. Et c'est vraiment le sens de cela. Et le prisme militaire, maintenant, paraît trop étroit quand on vit dans une époque d'arsenalisation des interdépendances. Notamment, on l'a vu à l'époque de la pandémie Covid sur les questions médicales, y compris de diplomatie liée au Covid, diplomatie du masque, diplomatie du vaccin et ainsi de suite.
On sait qu'on est dans un moment aussi de plaque tectonique sur les questions économiques et commerciales, sur les accords de libre-échange, l'OMC et ainsi de suite. Et c'est vrai que cette question d'autonomie stratégique paraissait peut-être un peu étroite, mais en tous les cas, nous sommes, je crois, qu'on parle de l'un ou de l'autre, l'important, c'est vraiment ce qu'on fait derrière. Merci beaucoup. Laurent, je vous laisse compléter et réagir. Oui, merci beaucoup Delphine. Sur la question de la souveraineté, je m'inscris dans les propos de mes copanéistes, surtout pour terminer sur les derniers de Félix Butin sur la distinction entre termes utilisés et substance. Je pense que pour beaucoup, ce qui importe, voilà, c'est surtout qu'est-ce que cela implique concrètement, pas le terme qu'on utilise, puisque si on pourrait remonter, voilà, on a eu le terme de souveraineté, avant c'était l'autonomie, avant tantôt c'était Europe puissance, tantôt c'était Europe de la défense. Donc je pense que c'est juste un terme qu'on a choisi parce que voilà, comme ça t'a indiqué, ça permettait d'avancer, mais qu'après, fondamentalement, les acteurs qui participent à ces différents dossiers, que ce soit sur les questions vraiment de déploiement industriel ou autre, ce qui leur importe, c'est concrètement les avancées que cela permet, c'est-à-dire le fait que les Européens, surtout l'Union européenne, aient des capacités en propre, c'est ça qui importe. Après, le terme que l'on donne à cela est secondaire et en même temps important parce que ça peut être un blocage. C'est ça le paradoxe. Après, je voulais juste quand même rapidement revenir quand même sur un point qui avait été évoqué par Gesine que je trouvais très intéressant. C'était justement sur la loi parlementaire et l'encadrement des forces armées. Ça permettait de faire la boucle avec les propos qu'on a tenus au début de la table ronde sur la réalité du changement et sur l'échec, par exemple, de ce qu'on appelait le consensus de Munich. Ce qui est assez intéressant à noter, c'est qu'à l'époque du consensus de Munich, il était prévu justement que la loi parlementaire pour autoriser les déploiements, déjà que celle-ci change pour les coalitions, c'est-à-dire que ce soit permis désormais aux coalitions, que l'Allemagne participe à des coalitions ad hoc et pas justement d'un système de sécurité collective, parce que ça avait été un des problèmes lors de l'intervention contre Daesh, justement. Et deuxièmement, qui était prévu aussi qui était une proposition de la commission RUE, qui était qu'il y ait un système plus allégé pour justement du déploiement rapide qui n'implique pas tout le Bundestag comme c'est prévu actuellement par la loi. Or, les deux propositions étaient tombées rapidement dans les limbes à peu près une dizaine de mois avant les élections de 2017 et ça permet de faire le lien justement avec ce qu'on évoquait sur est-ce que ça va risque pas d'être un nouveau fair shit, comme je crois que c'était Johanna qui le disait pour reprendre l'expression du président Chirac. Le risque est là parce qu'on a déjà eu ces débats-là il n'y a même pas 10 ans et au final ça a fait qu'il n'y a pas eu d'avancée. Pour l'instant, on n'a pas ces débats-là, à ma connaissance, véritablement, dans le cadre de tout ce qu'on a sur le Zeitenwende, on n'est pas encore sur les coalitions, parce que la menace, c'est la Russie, donc on est plutôt sur les questions otaniennes, etc. Mais c'est vrai que c'est intéressant à noter qu'on a déjà eu ces débats-là, on a déjà eu ces blocages-là, et qu'au final, on n'a pas réussi à avancer. Merci beaucoup à tous et je vais me prévaloir en fait de mon rôle de modératrice pour ajouter juste un tout petit mot sur la souveraineté, la question de la souveraineté européenne, qui est une question dont j'ai eu l'occasion de parler très récemment avec nos collègues polonais, pour qui, en fait, effectivement, ce sont des termes qui posent vraiment problème. Et là, ce qui revient systématiquement, au fond, quand on échange avec les partenaires d'Europe centrale et orientale, et en particulier les deux que je connais un petit peu, la Pologne et la République tchèque, la grande question qui revient toujours, c'est en creux, pourquoi faire? Nous avons déjà l'OTAN. Et je crois que du coup, c'est important d'avoir une conception un peu large de cette souveraineté européenne, et c'est ce que disait M. Butin. Il me semble que la limiter au domaine de la défense, au domaine, on va dire, stricto sensu, oui, des affaires militaires, c'est peut-être aussi un peu limitant dans la mesure où ça ne permet pas d'avoir ce dialogue européen qui est pourtant nécessaire et qui doit être beaucoup plus large. Quand on regarde notamment les modalités du conflit entre la Russie et l'Ukraine aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui prennent beaucoup d'importance, et notamment l'élément cyber, par exemple, l'élément la désinformation. Et je pense que tout ça, effectivement, c'est aussi au niveau européen que cela peut se jouer. Ça appelle en tout cas davantage de coordination européenne, et je crois vraiment que c'est ça, en fait, qu'il y a derrière le concept qui est bien politique et non pas juridique de souveraineté. Mais je comprends effectivement que, cher Thierry, ta fibre juridique soit un peu heurtée par ce concept politique. Est-ce que les panélistes souhaitent peut-être réagir aux propos les uns des autres ou se poser des questions entre eux?
Peut-être j'avais juste une petite question pour Gaspard, qui je pense pourrait apporter un élément complémentaire. C'était sur, justement, parce que ça, vu le temps des 5 minutes, il n'a pas pu l'aborder, c'était la question du SCAF, justement, des impacts, puis du budget, enfin du futur budget allemand, dans le sens où, bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui a été dit sur, déjà avant même la guerre en Ukraine, le projet en lui-même, a subi pas mal de contre-coups et de tensions. Certains ont évoqué le fait qu'avec l'annonce du nouveau budget allemand, il y a eu une tribune, je crois, dans les journaux français, justement sur le risque que ça privilégie les industries allemandes. S'il y avait la même augmentation côté français, ce serait pareil côté français. Donc, bon, c'est quand même assez contestable par rapport à ça. Mais je voulais quand même poser une question sur est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un risque pour le SCAF, mais aussi pour d'autres projets, par exemple avec le projet de chars communs, pour ce qui est des commandes, en fait. Puisque, je pense que Gaspard est beaucoup plus expert que moi sur le sujet. Un des problèmes qu'il y a eu, par exemple, avec le projet précédent, je pense en particulier à l'A400M ou, par exemple, aux hélicoptères Tigre, c'est qu'à chaque fois, dans la répartition, je ne parle même pas de ce qu'on connaît actuellement dans le SCAF, entre entreprises, qui fait quoi, qui a le monopole, ce qui jouait beaucoup, c'était le nombre de commandes. Et à l'époque, de mémoire, au tournant du millénaire, on avait justement, beaucoup mettaient en avant qu'on avait beaucoup cédé, par exemple, à Berlin, parce qu'à l'époque, l'armée allemande, c'était, je crois, presque 300 000 hommes de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, à la fin des années 90, début des années 2000, et que c'était ce poids important dans les commandes de l'Allemagne pour la 400M ou un peu plus tôt, donc auparavant pour l'hélicoptère Tigre, qui avait justement influé la répartition. Et beaucoup s'étaient plaints après que justement, comme il y avait eu les réductions des armées, il y a eu des réductions des commandes allemandes et que ça avait impacté aussi le programme. Et ma question, pour la faire courte et simple, à Gaspard, c'était justement dans quelle mesure, sur cette question-là, les annonces qu'on connaît actuellement pourraient jouer un rôle, ou au contraire, ou est-ce que c'est avec tous les débats que l'on a actuellement, ce n'est pas la peine, ou peut-être même qu'elle sera considérée désormais comme secondaire. Donc, Merci Laurent pour cette question. Je vais essayer d'y répondre rapidement parce qu'il y a énormément de choses à dire. Peut-être plusieurs points qui me viennent là spontanément à l'esprit. Alors oui, sur la tribune, si c'est la tribune à laquelle je pense, à laquelle tu fais référence, il faut dire qu'en France, il y a un certain nombre, une petite élite militaro-industrielle qui est assez anti-allemand et qui a tendance à écrire des tribunes plutôt négatives vis-à-vis de l'Allemagne. Voilà, je ne pense pas que ça représente l'intégralité du complexe militaro-industriel français, bien au contraire. Et du coup, il ne faut pas se tromper quant à ce que pense la France de tout ça. Même si, voilà, faut pas se mentir, moi j'ai des contacts en Allemagne qui sont choqués par ces propos et qui lisent ces tribunes et parfois ça peut compliquer les relations. Sur le SCAF, alors oui, comme tu l'as dit très justement, pour la 400M, évidemment, ce qu'il faudra éviter, c'est les surspécifications, la multiplication des versions, comme ça avait pu être le cas sur la 400M ou sur d'autres programmes qui feraient qu'on et finalement, on passerait à côté des économies d'échelle souhaitées. Le nombre de commandes qui influence la répartition, je pense que il y a plusieurs enjeux. L'idée, ce sera, alors déjà, d'ouvrir progressivement le programme à d'autres pays. Pour l'instant, donc c'est France, Allemagne, Espagne, parce que c'est plus simple de développer ça autour d'un noyau de quelques pays. Et déjà, c'est compliqué à 3. Alors, il vaut mieux commencer autour d'un noyau dur. Mais ensuite, l'idée, ce sera de l'ouvrir à d'autres partenaires. Ensuite, de l'exporter, bien évidemment. Donc, ça multipliera le nombre d'exemplaires. Sur la répartition, il faut bien avoir en tête le deal de départ, entre guillemets, qu'il y avait entre la France et l'Allemagne avec les deux projets majeurs, donc le MGCS, le remplacement des chars Leclerc et Léopard, donc le Main Ground Combat System, et le SCAF, avec le lead français sur le SCAF et le lead allemand sur MGCS, et les Allemands qui font assez attention à ce que les deux programmes évoluent bien de la même façon et à ce qu'ils ne soient pas pénalisés. On se souvient il y a quelques mois du fait que les Allemands disaient le MGCS avance moins vite, donc on va freiner sur le SCAF.
Il y a évidemment un des enjeux dont on parlait tout à l'heure, le fait de débloquer les crédits qui doivent être débloqués à chaque fois par le Bundestag, et donc ça crée à chaque fois un certain stress côté français quant à la pérennité du projet. Maintenant, je pense que c'est un projet structurant. Je pense pas que les Allemands feront machine arrière. Faut pas se tromper sur le choix du F-35. J'ai pu lire dans la presse le jour de l'annonce que voilà, le F-35, ça signifiait que c'était la fin du SCAF. Pas du tout. Le F-35, c'est juste pour remplacer les Tornado qui arrivent en fin de vie à 2030, et c'est surtout parce que c'est pour que l'Allemagne assume sa responsabilité porteur de la dissuasion américaine dans le cadre de l'OTAN. Donc c'est quelque chose de très spécifique. Voilà ce que je peux en dire en quelques mots, parce qu'on pourrait en parler pendant très longtemps, et voilà. Très bien, mais je vous remercier tous énormément pour votre participation et puis pour toutes ces analyses qui sont à la fois très utiles et très complémentaires. Et je vais laisser Laurent dire le mot de la fin. Merci Delphine. Je tiens également tous à vous remercier pour votre participation donc, à cette table ronde. Je remercie aussi les structures récentes qui l'ont organisée, donc le FDS, mais surtout le CESIS et le CCEAE. Encore une fois, donc un grand merci à Delphine Deschaux-Guittard, Gesine Weber, Félix Butin, Gaspard Schnitzer et Johanna Meuring pour leur participation. J'espère que cette table ronde, pour ce qui est des participants, vous aura intéressé. Et encore une fois, pour terminer, un grand merci donc aux panélistes et à notre excellente modératrice. Je vous souhaite, selon votre fuseau horaire, une excellente soirée ou journée. Et encore merci. Merci beaucoup. J'espère à bientôt. Merci. Merci, au revoir, à bientôt.